Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle webconférence proposée par VK. Aujourd'hui, nous accueillons Valérie Chassanit, spécialiste du management public, pour nous parler des schémas de mutualisation RH. Avant de vous laisser la parole, Valérie, quelques petites précisions techniques pour les personnes qui nous écoutent. Donc, vous devez avoir normalement sur la droite de votre écran une interface GoToWebinar avec plusieurs onglets. Via cette interface, vous allez pouvoir poser vos questions à l'écrit tout au long de la webconférence ainsi qu'à l'issue de celle-ci, puisqu'on aura une session de questions-réponses, donc ne raccrochez pas trop vite. Et donc Madame Chassanit y répondra à la fin de sa présentation. Si d'aventure vous aviez d'autres questions qui vous venaient à l'esprit dans les jours qui suivent, vous pouvez les poser sur le forum de VK à l'adresse que je vais vous indiquer, www.vk.fr/forum/. Je répète, www.vk.fr/forum/. Voilà. Sachez que la webconférence sera enregistrée et donc on vous enverra le lien vers l'enregistrement dès que possible. Voilà, donc j'ai fini ma petite introduction. Je vais laisser la parole à Madame Chassanit qui va donc nous parler des schémas de mutualisation RH. Valérie, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la webconférence concernant les schémas de mutualisation RH. Alors, dans un premier temps, j'aimerais resituer ces schémas de mutualisation dans un contexte pour expliquer la nécessité de mutualiser les services, les biens, les personnels au sein des collectivités territoriales. Dans ce contexte, il y a un bruit qui fait tout. D'accord, pardonnez-moi. Peut-être que vous entendez aussi ce bruit. Voilà, ça s'est calmé, donc je reprends. Voilà, dans ce contexte, le premier élément qu'il faut relever, c'est l'augmentation importante des effectifs au sein des collectivités territoriales au cours des dernières décennies. Alors, l'augmentation de ces effectifs, trois raisons principales. La première raison, c'est avant tout les effets et les incidences de la décentralisation qui a obligé les collectivités territoriales à absorber les personnels issus de la fonction publique de l'État. Je pense par exemple aux TOS, aux ATOS ou dans les services des routes au sein des conseils généraux, les personnels des directions départementales de l'équipement. Voilà, ça a représenté un énorme contingent de personnel qui a été un énorme challenge et un enjeu pour les collectivités territoriales. La deuxième raison, eh bien, ce sont les recrutements normaux, si j'ose dire, auxquels recourent les collectivités territoriales pour se doter en compétences, en profil d'expertise, afin de mener à bien leur mission et leurs actions. Et puis, une troisième raison qu'il faut aussi remarquer, ce sont les recrutements, on va dire, à caractère social, auxquels recourent certains élus pour venir en aide à des profils de population en précarité ou en difficulté. Voilà, donc face à ces trois éléments, les collectivités territoriales ont vu l'augmentation des effectifs gonfler. Deuxième élément du contexte, la maîtrise de la dépense publique locale et les contraintes budgétaires qui engagent aujourd'hui une rationalisation des dépenses. Alors on le sait, l'époque de l'abondance, de la corne d'abondance, c'est bien terminée au niveau des finances publiques, pas simplement celle des collectivités territoriales d'ailleurs. Et aujourd'hui, cela oblige les collectivités territoriales à repenser leurs dépenses, à réfléchir sur les politiques publiques prioritaires, à engager des investissements. Il faut faire des choix. Il faut calculer, il faut envisager les projets de manière plus rationnelle par rapport aux dépenses et aux charges qu'ils représentent. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de tout faire, soit la piscine, soit le complexe sportif, soit une école ou une maison de retraite. Il y a des choix à opérer par rapport à ces dépenses des collectivités territoriales. Par rapport aux dépenses de fonctionnement, on sait qu'elles sont 2 fois supérieures aux recettes et à l'intérieur de ces dépenses de fonctionnement, les dépenses de personnel représentent 52%. On le reverra
c'est apparu dans un rapport de la Cour des comptes au mois d'octobre 2013. Autre élément du contexte, nous sommes les champions peut-être du monde, mais en tout cas en Europe, de l'éclatement des communes, 36 686 communes, dont certaines comptent 10, 20 habitants. Inutile de dire que ces toutes petites communes n'ont pas les moyens de faire face aux exigences réglementaires aujourd'hui et par la force des choses doivent se regrouper, mutualiser. Alors c'est déjà en marche depuis longtemps avec les communautés de communes, etc. etc. On n'a pas attendu les textes actuels pour mutualiser, mais c'est vrai que ces minuscules communes doivent vraiment réfléchir à des modes de gestion différents. Et puis forcément, l'exigence de plus en plus importante des habitants. Alors quand je dis des habitants, il faut aussi y penser, ce sont des usagers, ce sont des citoyens, mais ce sont aussi des contribuables. Et le contribuable, nous le sommes tous, n'est-ce pas? Et nous voyons nos impôts locaux augmenter. Et face à cette augmentation, eh bien, nous sommes de plus en plus exigeants envers nos collectivités territoriales et nous attendons de leur part une qualité de service de plus en plus prégnante pour les collectivités territoriales. Voilà, tout le monde veut justement une piscine, un joli complexe sportif, de jolis parterres de fleurs, des espaces verts, des rues bien entretenues. Enfin bon, des exigences tout à fait normales, vous allez me dire, mais qui sont de plus en plus drastiques au sein des collectivités territoriales. Voilà pour le contexte général, nous y reviendrons si vous le souhaitez à travers vos questions. En ce qui concerne le cadre législatif et réglementaire, les textes antérieurs sur la décentralisation et les pouvoirs et les compétences des collectivités locales, on ne va pas revenir dessus. Aujourd'hui, en ce qui concerne la mutualisation et les schémas de mutualisation, les textes fondamentaux s'inscrivent dans la loi MAPTAM, la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles de 27 janvier 2014. En ce qui concerne les articles relatifs à ce schéma de mutualisation, les textes de la loi sont retranscrits dans le Code général des collectivités territoriales, en particulier l'article L 5211-39-1 qui oblige les collectivités territoriales à préparer un schéma de mutualisation des services avant mars 2015, c'est-à-dire aujourd'hui. Voilà. Et ensuite, les articles L 5111, 5214, L 5215 et 5216. On reviendra sur ces points réglementaires et législatifs au cours de l'exposé. Alors, lorsqu'on parle de schéma de mutualisation, il faut peut-être présenter les différentes options de mutualisation existantes. Voilà, la première, elles sont par ordre alphabétique là. La mutualisation ascendante. Il s'agit d'un schéma de mutualisation dans lequel les communes vont participer aux services qui relèvent d'un EPCI, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Donc on reviendra en détail sur cette typologie de mutualisation. La mutualisation conventionnelle vers laquelle on s'oriente quasiment de manière systématique, puisque aujourd'hui les schémas de mutualisation devront être passés sous convention après délibération des différents conseils. Donc voilà, la mutualisation est opérée en vertu d'une convention de mutualisation des services entre deux ou plusieurs collectivités. On verra cela en fonction du périmètre du schéma de mutualisation choisi par les collectivités territoriales. La mutualisation descendante, comme son nom l'indique, c'est l'inverse de l'ascendante, c'est-à-dire c'est une mutualisation dans laquelle les EPCI mettent leurs services à la disposition de leurs communes membres. La mutualisation horizontale, celle-ci existe déjà, enfin les autres aussi. C'est une mutualisation qui concerne des collectivités territoriales indépendantes les unes des autres. Pour illustrer cette mutualisation horizontale, je prends un exemple que je connais bien qui est la formation, où certaines collectivités, mairies ou conseils généraux se regroupent
pour faire participer leurs agents à des formations peut-être un peu plus pointues, un peu plus techniques ou d'expertise qui ne relèvent pas toujours de la cotisation versée au Centre national de la fonction publique territoriale, mais qui demandent peut-être un recours à des organismes plus spécialisés. Et dans ces cas-là, afin que les agents puissent bénéficier de ces formations, les collectivités territoriales se réunissent et mutualisent la formation. Enfin, la mutualisation verticale, qui est une mutualisation existante entre une collectivité et un établissement auquel elle est partie prenante. Voilà, ce sont des établissements publics sans fiscalité propre, comme les syndicats publics, les syndicats de transport, les syndicats de la voirie, de relèvement des ordures ménagères, par exemple. Voilà, l'ensemble des typologies de mutualisation que l'on peut retrouver dans les futurs schémas que vont élaborer les collectivités territoriales. Passons à présent aux critères de ces schémas de mutualisation RH. Alors, 4 critères fondamentaux qui vont caractériser la typologie de la mutualisation choisie. Un premier critère qui concerne la forme juridique de la mutualisation, le transfert des services et bien évidemment des agents, la mise à disposition ou la troisième hypothèse, la création de services communs. Le deuxième critère important, c'est le périmètre de la mutualisation. En ce qui concerne les seuils, on attend encore des précisions dans les décrets d'application, les seuils de population. Voilà. Mais en tout cas, le périmètre va définir le nombre de collectivités concernées par la mutualisation. Donc il peut s'agir d'une communauté avec une seule municipalité, une seule commune, ou une communauté avec plusieurs communes. Et il est possible de croiser et de combiner dans ce critère les 2 périmètres différents, à savoir une communauté peut mutualiser une partie de ses services ou ses services avec une seule commune et mutualiser aussi avec plusieurs communes sur d'autres services ou d'autres actions. Le troisième critère important, ce sont les thèmes, on en reparlera dans le document unique, les thèmes des services mutualisés. Il est nécessaire de bien les identifier, à savoir les fonctions de pilotage, direction générale, ressources humaines, finances, marché public, pour par exemple se regrouper, mutualiser des achats, afin de bénéficier de tarifs avantageux de la part des fournisseurs, les services techniques pour mutualiser des voitures, des véhicules, voilà, au niveau des voiries, au niveau de l'urbanisme pour la construction par exemple de logements sociaux, ou pour l'animation et les services à la personne dans les bibliothèques, les médiathèques ou le domaine social. Quatrième critère concernant le schéma de mutualisation, eh bien la date de lancement du projet, son ancienneté et sa gestion en mode projet, en phase et en étape. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, on n'a pas attendu la loi MAPTAM pour initier la mutualisation. Je pense par exemple à la communauté urbaine de Strasbourg qui dès mars 1972 avec la ville de Strasbourg a mutualisé ses services avec une gestion unifiée du personnel. Donc ce n'est pas une notion récente, c'est simplement aujourd'hui face à des contraintes budgétaires de plus en plus drastiques que le gouvernement a impulsé une mutualisation, on va dire, à marche forcée. Mais il est tout à fait évident que la situation des différentes collectivités territoriales aujourd'hui sont à des niveaux d'avancement dans la mutualisation excessivement diversifiés. Or, cela va devoir s'appliquer sur le mandat 2014-2020, donc c'est quand même un challenge important.
Et donc justement, par rapport à cet enjeu et par rapport à ce challenge, comment procéder par rapport aux étapes et aux conditions d'élaboration de ces schémas de mutualisation RH? Eh bien, la première question qu'il faut se poser, c'est ce qui doit être mutualisé. Et ce qui doit être mutualisé, ça doit être pensé en termes d'objectifs, d'une meilleure répartition des personnels et surtout des compétences au sein des services mutualisés communaux ou communautaires. C'est très important. Ce qui doit être mutualisé aussi, c'est ce qui doit permettre de réaliser des économies ou de mieux maîtriser la dépense publique locale. Voilà. Donc il faut réfléchir à tous ces éléments, mais il faut aussi choisir ce qui va demeurer au niveau communal, soit dans un souci de gestion optimale, soit dans un souci de proximité. Dans un second temps, la question qu'il faut impérativement se poser, c'est quelle organisation mettre en place justement pour gérer et piloter les services mutualisés. Et avant tout, penser à l'élaboration d'un organigramme. C'est très important l'organigramme pour que justement les agents se repèrent par rapport aux différents services. Je pense à l'exemple de Besançon où l'organigramme a fait apparaître en différentes couleurs, les services mutualisés en bleu, je crois, les services communaux en violet et les services communautaires en vert. C'est très important l'élaboration d'un organigramme précis, global, non seulement pour un repérage, mais également pour un positionnement, et justement l'organigramme va être aussi un élément facilitateur pour définir et cadrer les responsabilités au sein des services mutualisés, parce que c'est important justement en matière de gestion du personnel que les agents repèrent les lignes hiérarchiques vis-à-vis de cet organigramme. Troisième question, et elle n'est pas des moindres, décider et arrêter un mode de fonctionnement, des procédures et des modalités de recours propres aux services mutualisés et la détermination de la localisation des services mutualisés. Arrêter un mode de fonctionnement et une organisation, on y reviendra avec des agents issus de différentes communes ou de communautés qui n'ont pas les mêmes statuts, les mêmes modes de fonctionnement, les mêmes pratiques professionnelles. Il va falloir penser à l'harmonisation de tout cet ensemble et là aussi, c'est un enjeu de la mutualisation RH. Par ailleurs, à quel moment on recourt aux services mutualisés, c'est-à-dire réfléchir à leur champ de compétences, leur champ d'intervention, leur participation en termes de transversalité sur les projets, leur implication dans les politiques publiques prioritaires, et enfin la localisation de ces services mutualisés, à savoir est-ce qu'on les regroupe sur un même site pour un souci de gestion ou de proximité, par exemple pour les RH, ou bien alors est-ce qu'on choisit de multiplier les sites sur un territoire donné. Quatrième question dans les conditions d'élaboration des schémas de mutualisation RH, eh bien recenser les agents concernés. Nous y reviendrons ultérieurement, voilà, mais savoir qui va être concerné par les différents transferts ou mises à disposition ou par la création de services communs. Résoudre les problématiques RH. Oui, je les évoquais là tout à l'heure. Ce sont des problématiques liées à la rémunération, au régime indemnitaire, aux avantages sociaux, au temps de travail, voilà, toutes ces problématiques-là, à l'évolution de carrière, à la formation, autant de problématiques sur lesquelles les responsables des ressources humaines, les directeurs généraux des services, les élus référents RH doivent s'interroger pour tâcher d'harmoniser et faire en sorte que les équipes vont pouvoir travailler sur des modalités similaires, voire identiques pour une même organisation.
Et puis arrêter les modalités de transfert ou de mise à disposition, nous le verrons, ça c'est dans le cadre des conventions. Et enfin, combien? Oui, cadrer le financement, les systèmes de compensation, les modalités de remboursement, et puis bien sûr l'impact de la mutualisation RH sur l'attribution de la dotation globale de fonctionnement par l'État. Voilà. Donc, qu'est-ce que cela nécessite en termes de schéma de mutualisation RH? Eh bien, tout d'abord, de réaliser un état des lieux, un diagnostic, à savoir cartographier déjà toutes les missions, toutes les compétences existantes dans l'organisation fonctionnelle actuelle, d'identifier justement les compétences et les services transférables, le nombre de personnel, les équivalents temps plein, on y reviendra dans le calcul des coefficients d'intégration. Réaliser donc un diagnostic global et précis pour définir vis-à-vis de ces services mutualisés des politiques publiques prioritaires et des plans d'action et faire coïncider les objectifs avec la répartition des missions et des activités dans la nouvelle organisation. Important que ces services mutualisés sachent sur quelles finalités ils sont positionnés, sur quels objectifs, quels sont leurs objectifs, dans quoi ils sont impliqués, ce que l'on attend d'eux, voilà. Et impératif aussi pour les agents de les informer, de les éclairer, de communiquer et le mieux possible de les impliquer et de les associer à la démarche, ainsi bien évidemment que les IRP, les instances représentatives du personnel. On l'a vu, qu'il s'agisse de Reims, de Besançon, d'Amiens, toutes les démarches aujourd'hui d'élaboration des schémas de mutualisation et de procédures de mutualisation ont été réussies grâce à des plans de communication ou à des modalités de communication importantes dans lesquelles se sont investis non seulement les responsables RH, mais également les élus concernés par la mutualisation. Donc, une fois que le schéma de mutualisation est élaboré, eh bien, il doit faire l'objet d'un document unique qui doit être adopté et validé par les conseils municipaux et les conseils communautaires en délibération, et un document unique qui fera apparaître les thèmes à mutualiser, les outils de suivi, l'évaluation des missions et des actions. Bon, l'évaluation, elle existe déjà à l'échelle des collectivités territoriales. Les modalités de gouvernance en termes de pilotage administratif et politique et surtout, bien évidemment, les dispositions d'optimisation des ressources, des moyens et des équipements à travers une répartition plus, on va dire, rationnelle et optimale de ces éléments-là. Et puis le choix des modes de gestion en régie ou d'externalisation. En ce qui concerne la mutualisation des agents, eh bien, que se passe-t-il? Je le rappelle, voilà, le rapport de la Cour des comptes du 14 octobre 2013 a fait valoir que 52% des dépenses de fonctionnement sont dues aux dépenses de personnel. Alors on a expliqué déjà en introduction dans le contexte pourquoi le personnel des collectivités territoriales a augmenté de façon aussi importante. Voilà. Donc il faut aujourd'hui penser à cette mutualisation. Donc la première forme juridique, c'est le transfert donc vers le PCI qui va engendrer un transfert intégral ou partiel du service communal vers la compétence de l'EPCI, et ce transfert partiel ou intégral du service eh bien, implique le transfert obligatoire et automatique des agents. Dans ces cas-là, eh bien, les agents coupent le cordon ombilical, si j'ose dire, avec leur ancienne structure, voilà, et les transferts vont s'opérer par une décision conjointe des communes et de l'EPCI, après, bien évidemment, l'avis des comités techniques paritaires compétents.
En ce qui concerne le statut fonctionnaire dans le cadre du transfert, normalement, il fera l'objet d'un arrêté individuel et par ailleurs, si la situation ou les conditions d'emploi du fonctionnaire sont impactées de manière importante par ce transfert, on peut à titre individuel demander l'avis de la commission administrative paritaire. En ce qui concerne les contractuels, les CDD ou les CDI, le transfert peut s'opérer sans qu'il y ait quoi que ce soit d'ajouté au contrat, mais il peut également faire l'objet d'un avenant au contrat. Alors une fois que ce transfert est effectué, la commune, et on verra que forcément cela aura un impact sur les coefficients d'intégration par rapport à la DGF, après le transfert, la collectivité territoriale va supprimer les emplois, modifier ses effectifs, peut-être revoir son organigramme, et la collectivité d'accueil, elle, bien évidemment, va procéder aux créations d'emplois. Deuxième hypothèse, la mise à disposition des agents. Donc, si la commune va conserver une partie des services concernés par le transfert, elle va avoir aussi une obligation de mettre à disposition de l'EPCI ses agents pour l'exercice de ses compétences. On est là dans le cadre conventionnel et dans le cadre de la convention va fixer l'intégralité des modalités de mise à disposition après l'avis des comités techniques paritaires compétents et puis la convention va également fixer l'ensemble des conditions de remboursement fixées par le décret 2011-515 du 10 mai 2011. Oui, parce que il faut savoir que le fait de ne plus avoir à sa charge du personnel, ça représente un budget, n'est-ce pas? Donc il faut évaluer les charges du personnel, qui sont les charges en termes de salaire, de régime indemnitaire, mais également les avantages sociaux, les charges aussi d'administration générale, les fournitures, les matériels, et puis les coûts d'hébergement aussi, d'utilisation des bureaux en termes d'énergie ou de maintenance. Voilà, donc en ce qui concerne les modalités de remboursement, donc ce fameux décret dont je vous parlais, vous le retrouvez dans le Code général des collectivités des collectivités territoriales, à l'article D 5211-16. Voilà. Il va s'effectuer sur la base d'un coût unitaire de fonctionnement et on va le multiplier par le nombre d'unités de fonctionnement. Alors l'unité de fonctionnement, c'est justement l'ensemble des moyens mis en œuvre pour réaliser une prestation, qu'il s'agisse de véhicules, de matériel, tous les moyens logistiques, techniques, humains. Et donc ce coût va intégrer les charges du personnel, les fournitures et puis le coût des renouvellements des logiciels RH par exemple. En ce qui concerne les services communs et la gestion unifiée, la mutualisation en dehors des cadres de compétences transférées, donc le service commun va avoir une vocation à prendre essentiellement en charge les services fonctionnels. Donc là on retrouve les ressources humaines, l'informatique, les finances, les marchés publics. Voilà. Le service commun normalement est géré par le PCI à fiscalité propre, mais on peut à titre dérogatoire, dans une métropole ou dans une communauté urbaine, confier la gestion de ce service commun à une commune. Voilà. Et puis en cas de service commun ne regroupant qu'une partie des communes membres de l'EPCI, on va mettre en place des comités techniques communs à l'EPCI à fiscalité propre et seulement la partie de ces communes membres qui est rendue possible. Il va de soi que les autres communes qui ne sont pas membres de l'EPCI ne peuvent pas participer à ces comités techniques communs.
Que deviennent les agents des services communs? Les fonctionnaires et agents territoriaux qui remplissent la totalité de leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun vont être de plein droit transférés à l'EPCI. Alors, s'ils y ont intérêt, on retrouvera ces éléments si vous voulez plus tard, ils peuvent conserver leur régime indemnitaire à titre individuel et les avantages collectivement acquis dans leur situation précédente. Voilà, et ça c'est un souci par rapport au schéma de mutualisation RH, c'est ce que j'ai dit, c'est l'enjeu vraiment de l'harmonisation, non seulement de ces régimes indemnitaires, mais aussi des avantages acquis, des avantages sociaux acquis, et puis les pratiques aussi professionnelles ou managériales. Voilà. Si les agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un service commun prévu à l'article L 5211-4.2 du Code général des collectivités territoriales, et si le service compte au moins 50 agents, l'employeur engage une négociation sur l'action sociale au sein du comité technique. Voilà, justement aussi pour aborder ces problématiques RH. La négociation doit se faire lors de la première constitution d'un service commun entre les mêmes partenaires. Vous retrouverez ces éléments dans l'article 69 de la loi MAPTAM. Quel est l'impact aujourd'hui de la mutualisation RH sur nos collectivités territoriales? Le premier impact, justement, c'est sur l'attribution par l'État de la dotation générale de fonctionnement. Et cette attribution aujourd'hui sera attribuée en fonction des coefficients d'intégration. Voilà. Plus le coefficient sera important par rapport au ratio que vous voyez s'afficher à l'écran, et plus la DGF, plus l'État sera généreux en matière d'attribution de la DGF. Voilà. Donc plusieurs coefficients d'intégration, dont le commun, enfin le dénominateur commun, c'est le nombre d'équivalents temps plein. Voilà, pour aboutir enfin à un coefficient d'intégration des services global qui va justement définir le montant de la DGF. Donc aujourd'hui on le voit, plus on procédera, plus les schémas de mutualisation seront avancés, plus ils concerneront de services et de personnel, et plus l'État se montrera entre guillemets généreux envers la collectivité territoriale. Deuxième impact, et qui n'est pas des moindres d'ailleurs, c'est l'impact de la mutualisation RH sur la GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. L'un des objectifs majeurs de la mutualisation, hormis de réaliser des économies, de répartir de manière optimale des compétences, c'est aussi de gérer des compétences. Voilà. Il va s'agir donc de répertorier les métiers qui sont aujourd'hui représentés dans vos collectivités territoriales concernées par la mutualisation. Et là, je vous renvoie au guide des métiers du Centre national de la fonction publique territoriale. Voilà, ce guide des métiers qui représente 5 domaines, d'où découlent 35 familles ou décline 250 métiers, avec des fiches tout à fait précises, bien élaborées, et qui peuvent vraiment aider justement à cartographier les métiers, les compétences et les répartitions sur les collectivités territoriales. Important aussi en termes d'impact, c'est justement de repérer, de détecter les métiers stratégiques et en évolution pour ultérieurement soit prévoir des recrutements, soit adapter les formations à l'évolution de ces métiers stratégiques, et à mieux définir peut-être des fiches de poste par rapport à des profils ciblés sur ces typologies de métiers. Important aussi du point de vue statutaire et des catégories, de regrouper, de hiérarchiser les emplois dans un métier ou une famille professionnelle sur le plan statutaire, mais également pour les agents en termes de repérage pour leur évolution de carrière ou leur évolution professionnelle. Autre élément aussi par rapport à la GPEC, la gestion des effectifs de manière optimale, repérer les doublons néfastes qui ne servent à rien, si ce n'est à ralentir l'action du service public. Et puis surtout, oui,
concevoir des cursus et des plans de formation pertinents, adaptés, avec une forte valeur ajoutée. C'est important aujourd'hui de bien cibler et de réfléchir à la nature des formations qu'on va demander aux agents de suivre ou qu'ils demandent. Voilà. Et de réfléchir aux acquis de ces formations dans le cadre de la mutualisation. Parce que ces acquis sont justement une plus-value, une valeur ajoutée, non seulement pour les agents, mais pour la collectivité. Il faut essayer également, une fois que les agents sont formés, avec une forte valeur ajoutée en termes d'expertise, en termes de maîtrise de procédures, de dispositifs, de faire de ces agents peut-être des référents, des relais en interne, justement pour transférer à l'intérieur de la structure leur savoir. Et puis faire évoluer et harmoniser les pratiques managériales, mais aussi les pratiques professionnelles, d'où l'importance de la communication en amont, de l'investissement des agents concernés, des agents d'exécution à l'intérieur de réunions, de groupes de réflexion, de groupes de travail, pour qu'ils puissent comparer leurs pratiques professionnelles, les comparer pour pouvoir arriver de manière consensuelle à des pratiques harmonisées sur ce qu'ils font chacun de mieux. Voilà. En ce qui concerne les conditions de réussite d'un schéma de mutualisation RH, eh bien oui, c'est d'identifier de manière vraiment pertinente les services transférables, c'est-à-dire ceux qui présentent vraiment un intérêt à la fois économique, à la fois budgétaire, mais également sans perdre de la qualité du service public, et puis pour les agents également. Établir un diagnostic important, je pense à la ville de Reims qui avait fait appel à un audit, un cabinet d'audit pour justement dresser cet état des lieux en termes d'organisation et de fonctionnement des services. Il faut vraiment bien connaître cette organisation et ce fonctionnement d'origine, d'où viennent les agents pour pouvoir gérer les convergences ou les divergences en termes d'organisation et de fonctionnement. Il faut aussi déjà bien identifier ce qui existe en termes de transversalité entre les services et les différentes collectivités concernées par la mutualisation. Elle existe déjà cette transversalité sur certains projets, voilà, et inventorier les mutualisations qui existent et les évaluer. On pourra peut-être parler, si vous le souhaitez, oui, de l'évaluation de la mutualisation. Voilà. En termes de transversalité et de mutualisation, je pense par exemple à la ville de Toulouse qui a mis en place un comité administratif de projets qui concerne 40 projets voilà, sur lesquels interviennent des services mutualisés pour coordonner les actions et mieux impulser la transversalité. Voilà. Mettre en place une nouvelle organisation et une répartition des missions et des activités rationnelles et optimales. Et là, je vous renvoie, voilà, dans la nouvelle organisation et la répartition des missions, à la coordination et surtout à l'harmonisation des pratiques. Établir clairement et explicitement, voilà, les modalités de fonctionnement de la mutualisation, à quel moment ils interviennent, sur quels projets, sur quelles missions, sur quelles actions, sur quelles compétences et avec quels moyens. Et puis construire un plan d'action sur le mandat 2014-2020 avec des étapes, des phases bien identifiées avec chacune des objectifs, voilà, des outils de suivi, d'évaluation formative au cours de l'élaboration et sommative à la fin de l'élaboration du schéma. Et je le dis, oui, impliquer, associer l'ensemble des agents concernés, mettre en place des groupes de travail transversaux, des moments d'écoute, des cellules d'écoute, des entretiens individuels avec des médecins du travail ou des psychologues du travail. Voilà. Prévoir un plan d'accompagnement des agents pour qui le changement peut être source d'inquiétude, voire plus. Nous le savons, dès qu'on parle de changement, au lieu de considérer le changement et l'évolution comme une opportunité plutôt chanceuse, en général, on craint d'y perdre. Voilà. Et surtout,
élaborer un vrai plan de communication dédié à la mutualisation dans lequel vont s'investir les élus, les référents RH et puis tous les responsables concernés des GS et des RH, cela va de soi. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais tâcher à présent de répondre à vos questions. Ok, eh bien merci beaucoup Valérie pour cette présentation. Avant de passer aux questions, juste pour vous dire rapidement que si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez bien sûr vous référer aux offres VK sur ce thème. Je vous envoie via le chat les liens vers notre ouvrage phare en RH, pratique des RH territoriales, vers la formation Piloter les enjeux RH d'un projet de mutualisation des services qui aura lieu, si je ne me trompe, les 1er et 2 avril 2015. Vous pouvez vérifier ça à Paris. Vous pouvez vérifier ça donc en cliquant sur les liens que je viens de vous envoyer. Voilà, donc pour l'instant vous avez été assez timide sur les questions. Je vous invite du coup, si vous le souhaitez, à être un peu plus curieux. Une première question toutefois de Sophie, à savoir, dans le cas d'une MAD, je suppose que c'est une mutualisation ascendante, une MAD, mutualisation ascendante, je suppose. Ah pardon, excusez-moi, je me trompe. L'agent peut-il bénéficier du régime indemnitaire, avantage des deux collectivités, ou de quelle collectivité dépendra-t-il? Alors, bonjour Sophie. Alors, dans le cadre d'une mise à disposition, l'agent a le choix de conserver son régime indemnitaire. Voilà, c'est lui-même qui choisit. Voilà, s'il y a intérêt, il peut conserver son régime indemnitaire. Il choisit ou bien alors, si le régime indemnitaire de services mutualisés est plus intéressant, dans ces cas-là, il pourra, il doit faire un choix. Hein. Ils ne peuvent pas, quelque agent que ce soit, transféré ou mis à disposition, ne peut en aucun cas bénéficier des deux régimes indemnitaires, à savoir du régime indemnitaire de sa collectivité d'origine et du régime indemnitaire de la collectivité dans le cadre du schéma de mutualisation. Voilà, ils peuvent conserver donc ce régime indemnitaire, comme je vous le disais tout à l'heure. Voilà. Cependant, c'est vrai que on va s'orienter vers une harmonisation des charges du personnel aujourd'hui, mais on sait souvent que l'harmonisation, compte tenu des avantages sociaux acquis, va souvent vers la hausse. Donc là aussi, c'est un enjeu financier dans le cadre de la mutualisation RH. Parce que l'harmonisation doit se faire souvent plutôt à la hausse qu'à la baisse. Donc dans le cadre du MAD, d'une mise à disposition, voilà, l'agent peut conserver, s'il y a intérêt, son régime indemnitaire d'origine. Ensuite, on peut avoir le cas de la ville de Toulouse qui a décrété que en fonction de l'évaluation des agents, on peut avoir un régime indemnitaire à hauteur de 20% de la rémunération de l'agent. Voilà, si ça répond à votre question. Justement, une précision, je demande Sophie, s'il s'agit d'une mise à disposition partielle, est-ce que il peut choisir également? Ça ne change rien. Ça ne change rien. L'agent fonctionnaire conserve le régime indemnitaire s'il y a intérêt. C'est pas la dimension de la mise à disposition, c'est simplement un droit qu'ont les fonctionnaires à conserver ce régime indemnitaire. Ok. Alors, question de Florence. Quand vous parlez d'avantages acquis, qu'advient-il des protocoles ARTT? Cela ne concerne-t-il pas que l'article 111 de la loi du 26 janvier 84? Vous voulez que je répète? Alors, quand vous parlez d'avantages ARTT, cela ne concerne-t-il pas que l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984? Oui, d'une part, mais plus aujourd'hui dans le cadre de la mutualisation.
Voilà, oui, on a affaire à cet article de la loi de 1984 relatif à la décentralisation, mais aujourd'hui, on va tâcher aussi d'aller vers cette coordination et cette harmonisation des temps de travail. Il va falloir que ces dispositions s'envisagent justement dans le cadre des schémas de mutualisation RH pour parvenir à faire travailler ensemble des équipes de personnel issus de différentes collectivités dont justement les avantages sont divers et variés, mais qui vont travailler pour une même organisation. Donc il va falloir trouver un moyen pour harmoniser ces éléments-là, que ce soit les temps de travail, les ARTT et l'intégralité des avantages acquis. Donc là, on le voit que la négociation avec les différentes instances de représentation du personnel vont être une partie importante de la réussite du schéma de mutualisation. Voilà. Ok. Donc, question de Corinne. Vous parlez d'économie, mais l'harmonisation se fait souvent à la hausse. Quid des agents qui sont en doublon? Ah il se fait à la hausse sur le plan, pardonnez-moi Corinne, bonjour. Quand vous dites se fait à la hausse sur le plan budgétaire ou se fait à la hausse sur le plan de l'augmentation des effectifs? Alors, Corinne, si vous pouvez préciser. Les deux. Sur les deux plans. Ah, d'accord. Donc vous pensez que le schéma de mutualisation va dans un premier temps coûter. Ça se pourrait, oui. Que ça représente un investissement, mais qui de toute façon à terme sera gagnant pour les collectivités territoriales. Je ne pense pas que sur le plan des effectifs, cela va engager de nouvelles augmentations des personnels. Mais il est évident que tout cela, on le saura à partir du moment où les collectivités territoriales concernées, les communes et communautés, les EPCI, auront établi un diagnostic et un état des lieux de l'intégralité des personnels, des temps de travail, de la répartition justement de ces personnels dans les différents services. Ça, c'est très important, ce diagnostic et cet état des lieux. C'est la raison pour laquelle je pense que certaines collectivités comme Reims, par exemple, ont eu raison peut-être de faire appel à des organismes externes, à des cabinets voilà, pour établir ces diagnostics. Alors une fois que l'on a déjà repéré des compétences, il y a des tas de compétences. Moi je travaille beaucoup auprès des collectivités territoriales. Il y a des compétences et des profils inouïs en matière d'expertise dans certains métiers et que parfois les élus ou les responsables RH méconnaissent. Voilà. Alors en ce qui concerne les doublons, oui, c'est une bonne question. Quid et que faire des doublons? Eh bien, ma foi, justement, c'est la question. Il faut peut-être espérer, et c'est peut-être ce sur quoi compte le gouvernement à travers la loi MAPTAM, mais aussi certaines collectivités territoriales, sur des départs à la retraite non remplacés qui pourraient justement réduire le nombre des doublons, ou bien alors peut-être envisager de positionner le doublon dans un service qui regroupe peut-être des activités proches de ses compétences, voilà, et qui nécessitera peut-être une formation, un plan d'accompagnement individuel pour le repositionner de manière optimale au sein de la structure. C'est vrai que c'est une question. Il faut espérer qu'ils ne seront pas trop nombreux parce que sinon ça posera certains problèmes. À l'heure actuelle, il n'y a aucune disposition législative ou réglementaire de gestion du doublon. Voilà. Donc je pense que ce sera au cas par cas, en fonction peut-être des besoins en personnel. Alors il y a peut-être des doublons dans une collectivité, mais peut-être qu'un des deux doublons serait bien utile au niveau communautaire ou bien alors mutualisé. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une question.
Voilà, ce seront peut-être les doublons qu'il faudra recevoir en entretien individuel, en cellule d'écoute pour apprécier leur situation et surtout l'évolution de leur situation au regard du schéma de mutualisation. Alors, une question de Christian. Quand un agent ne remplit pas à 100% ses missions dans le cadre d'un service commun, que se passe-t-il s'il refuse sa mise à disposition ascendante? Que se passe-t-il s'il refuse? Eh bien, dans un premier temps, je pense que s'il refuse, on va se reporter à l'avis de la commission administrative paritaire. Ensuite, là, on est face à un litige, manifestement un conflit. Donc, plusieurs possibilités. La première, c'est le recours peut-être à l'amiable et de discussion avec son responsable actuel. Dans un second temps, peut-être un recours hiérarchique pour en discuter avec sa lignée hiérarchique, son DRH ou sa DRH et le directeur ou la directrice générale des services. Voilà. Il faut peut-être savoir pourquoi on refuse le transfert dans ces cas-là, sur quoi cela repose. Il faut essayer d'éviter d'en arriver à des contentieux face à un tribunal administratif qui est le TA compétent. Voilà, je pense qu'il faut avant tout bien préparer le positionnement des agents dans les schémas de mutualisation. Et puis il faut surtout, oui, peut-être anticiper les oppositions à ce changement et comprendre pourquoi. Je pense que tout cela participe de la négociation avec les agents, que cela nécessite cette communication que j'évoquais tout à l'heure, voilà, et puis la prise en considération de certaines situations. Voilà, mais s'il y a un refus, je pense que prioritairement, il faut demander l'avis de la commission administrative paritaire. Ok. Question de Anne. Est-ce qu'un organisme comptabilise tous les transferts? Est-ce qu'un organisme comptabilise tous les transferts? Normalement, ce sont les DRH qui comptabilisent les transferts, ce sont les services du personnel, voilà, qui doivent comptabiliser. Alors, d'un côté, les collectivités d'origine, en supprimant les emplois qui ont été transférés, et puis la collectivité d'accueil par la création. Non, je ne pense pas qu'il y ait d'organisme, enfin pas à ma connaissance, qui comptabilise les transferts. En revanche, les services du personnel au sein des directions des ressources humaines doivent procéder à cette comptabilisation. Ensuite, oui, on peut faire appel à un cabinet extérieur, toujours, pour pouvoir prêter main forte et aider à la comptabilisation de ces personnels transférés, mais normalement, c'est le rôle des services internes des collectivités. Au niveau national, non? Ah ben, au niveau national, ce sont les ministères de tutelle qui sont, un, le ministère de la fonction publique et deux, votre ministère de tutelle au niveau des collectivités territoriales qui est le ministère de l'Intérieur, bien évidemment. Alors, il y aura des services qui vont s'occuper, en effet, il faudra communiquer aux services ministériels de tutelle les éléments relatifs aux fameux coefficients, voilà, pour calculer la dotation globale de fonctionnement. Oui, quand je dis que c'est un enjeu aussi, oui, il va falloir vraiment, mais je pense que ça peut être excessivement sain pour les collectivités territoriales de procéder à cette comptabilisation, si j'ose dire, à ce comptage des personnels par domaine, par famille de métier, par compétence, pour au moins savoir, parce que je pense qu'il y a certaines collectivités territoriales, je ne parle pas des minuscules que j'évoquais dans mon introduction, entre 10 et 20 habitants, mais je pense qu'il y a des collectivités territoriales où j'en connais,
où les DRH que je rencontre n'ont pas une visibilité totale et globale des personnels dont ils disposent, que ce soit en termes de profil de compétences, en termes de métier, mais aussi en termes de temps de travail, temps partiel, mi-temps, etc., etc. Voilà, donc je pense que c'est important que les collectivités territoriales prennent la peine, oui, de compter. Et au niveau national, je le répète, ministère de la fonction publique et ministère de l'Intérieur qui, à travers le calcul des coefficients d'intégration, sera plus ou moins généreux, je le disais, en termes de dotation globale de fonctionnement dont nos collectivités territoriales ont bien besoin. Alors, une question de Florence, mais je pense qu'il a déjà été traité avec la question de Christian tout à l'heure. Un agent peut-il refuser d'être transféré? C'est ce que vous avez dit, a priori, s'il y a un refus de transfert, on recourt à l'amiable et puis après... Oui, s'il refuse, il faut essayer de comprendre, oui. Donc ça appartient à la communication en termes de divergence, bon, peut-être pas de litige, mais de désaccord, de malentendus. Voilà, il faut peut-être voir le cas avec les instances représentatives du personnel. Voilà, oui, normalement, on n'a pas le droit de refuser, mais peut-être que le refus, je l'ai dit, on peut demander, si le fonctionnaire est en désaccord, l'avis de la commission administrative paritaire, et forcément en fonction de cet avis, et puis aussi les avis des CTP compétents, face à ces avis-là, on peut peut-être revenir sur une décision. Voilà, mais tout cela appartient au règlement des litiges par la voie amiable, hiérarchique ou contentieuse, mais il faut quand même l'éviter, c'est préférable, hein. Donc c'est la raison pour laquelle, je le répète, il faut vraiment anticiper toutes les oppositions susceptibles d'émerger lors de l'élaboration du schéma de mutualisation RH. Ok. Donc, autre question de Florence. En cas de service commun, est-ce que le personnel est transféré obligatoirement si la commune adhère au service commun? Oui. Oui. Elle est transférée vers le personnel est transféré vers le PCI. Ou bien alors, on le disait, dans le cadre de la métropole, le service commun peut être géré par une communauté d'agglo, au sein de la communauté d'agglo urbaine, on peut confier la gestion à une commune. Oui, c'est des automatismes. Ok. Question de Christian. Peut-on avoir un modèle d'arrêté de transfert concernant la mise en place de services communs fonctionnels? Peut-on avoir un modèle d'arrêté de transfert concernant la mise en place des services communs fonctionnels? Est-ce qu'il existe un modèle quelque part? Oui, ce sont des arrêtés, ce sont surtout des conventions qui sont établies par les conseils en délibération, conseils communautaires ou conseils communaux. Oui, ça, je peux vous mettre ça en ligne. Je veux ça avec VK et je pourrais vous mettre, oui, un modèle de convention et d'arrêté de transfert. Tout à fait, tout à fait. Et dans le même ordre d'idée, toujours une question de Christian, existe-t-il un modèle type de schéma de mutualisation à adapter à nos spécificités, à nos choix? Forme, cadre, contenu obligé, etc. Non, il n'y a pas de modèle type. Il n'y a pas de modèle type. Chaque collectivité, c'est ce que je le disais, il faut revenir aux critères exposés précédemment, voilà, à savoir la forme juridique, le périmètre, les thèmes à mutualiser, le schéma d'élaboration dans le temps, voilà. Non, il n'y a pas de modèle type, étant donné que chaque situation est tout à fait particulière. Voilà. En revanche, oui, vous pourrez trouver dans les arrêtés et les conventions que je vous transmets des éléments d'élaboration des schémas. Voilà. Il faut envisager, comment dire, ce schéma de mutualisation ou son élaboration en mode projet, avec différentes étapes. Face, comme cela s'est fait à Reims, à Mulhouse, voilà, et à chaque étape prévoir les actions à mener à travers les transferts une fois que les thèmes sont déterminés. Voilà, je pense qu'il est nécessaire de mettre en place un COPIL qui regroupe des membres des conseils municipaux
et communautaire pour mener à bien le projet et surtout désigner un responsable de la communication avec des référents et des relais. Ça, c'est très important pour suivre au fur et à mesure l'évolution du processus de mutualisation. Important aussi à chaque étape, grâce à des fiches reporting ou des rapports d'avancement, que les collectivités communautaires ou la commune mettent en ligne sur l'intranet de la direction générale les éléments et les documents nécessaires à la compréhension de l'évolution du processus. Mais non, s'il y avait un modèle, nous ne serions pas là. D'ailleurs, tout le monde suivrait le modèle. Alors, question de Florence. Pour la mise à disposition d'un agent, il faut l'accord de l'agent. On est d'accord? Il faut l'accord des avis CTP, il faut l'avis des CTP compétents. Okay. Et à la rigueur l'avis des CAP à titre individuel en fonction des conditions. Voilà. Alors la question de Florence, c'est, admettons qu'il faille l'accord de l'agent, que se passe-t-il si les agents refusent cette mise à disposition? Peuvent-ils les refuser? Et si oui, quels outils sont à la disposition des RH pour y faire face à ce refus? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai répondu à Christian tout à l'heure. C'est exactement la même procédure. S'il y a un refus, voilà. Alors tout dépend de la situation de l'agent. S'il est fonctionnaire ou tout dépend de la situation statutaire de l'agent. Voilà. S'il est fonctionnaire, eh bien on a recours à la commission administrative paritaire. Et sinon, voilà, il y a toute la série de recours que peut avoir l'agent, le recours à l'amiable, le recours hiérarchique et le recours contentieux après les avis des instances paritaires compétentes. Voilà. Mais peut-être a-t-il de bonnes raisons aussi que de vouloir refuser. À présent, bon, peut-être aussi à ses responsables, à sa hiérarchie, et puis peut-être aussi au RH, de lui expliquer en quoi la mutualisation ou le service commun ou la mise à disposition peut être aussi une opportunité. Peut-être qu'il y a aussi de la part de certains agents, on le comprend, on l'a dit souvent, moi je fais des accompagnements au changement, je vois bien toutes les difficultés que cela pose aux agents, ce changement. Ils l'envisagent plus comme quelque chose de difficile à vivre que d'enthousiasmant ou de profitable à leur carrière. Voilà, c'est pour ça que je reviens sur la préparation. C'est important, plus on fera participer les agents, et puis plus on les fera se rencontrer, plus on créera ces groupes de travail même mixtes avec des lignes hiérarchiques pour comprendre le futur fonctionnement et la future organisation. Peut-être qu'on va on va dédramatiser et démystifier ce moment-là. Après, il faut peut-être prendre en compte aussi l'ancienneté de l'agent. Oui, il y a des agents, moi on en parle, que je rencontre, qui sont là depuis plus de 20 ans, au même poste, dans le même bureau, voilà, au point que c'est devenu presque l'annexe de leur salon. On leur dit qu'ils vont partir, peut-être dans un site délocalisé d'un service commun dans le cadre d'une mutualisation. Oui, ça peut les déstabiliser énormément. Voilà, c'est la raison pour laquelle c'est bien aussi dans les cellules d'écoute qu'il n'y ait pas que des représentants RH, mais aussi des psychologues du travail, qui peuvent peut-être justement débloquer la décision des agents. Ça rejoint un peu la question suivante de Florence. Y a-t-il une condition d'ancienneté dans un service pour le transfert? En effet, il est courant de voir arriver quelques semaines avant la date de transfert entre guillemets, des cas afin qu'ils partent à l'EPCI. Non, pour l'instant non. Non, ce n'est pas des conditions d'ancienneté, c'est des conditions de service transférés ou pas. Voilà. Mais normalement, le transfert du service implique, je l'ai dit tout à l'heure, la loi est dure, mais c'est la loi, implique le transfert des personnels à l'EPCI.
Ok, alors une réaction de Corinne qui nous dit un commentaire plutôt qu'une question. La ministre a récemment demandé aux cadres territoriaux de travailler sur ces schémas, d'être moteurs. Je pense qu'effectivement c'est censé, sauf que nous ne pouvons pas travailler sans les élus. Sur certains territoires, les attentes de ceux des petites collectivités sont assez éloignées des intérêts de la ville-centre. Le résultat est loin d'être avantageux pour les administrés de l'ensemble du territoire. Ça rejoint un peu notre conversation avant la conférence où on regrettait qu'effectivement parmi les participants on ait beaucoup de DRH et très peu d'élus. Oui, tout à fait. Et là, je vous rejoins parfaitement. Je regrette même que sur la webconférence, plus d'élus n'aient pas participé. De la même façon, je pense que les élus vont devoir vraiment impérativement, bon, ils n'ont pas non plus d'obligation obligatoire, mais une obligation, on va dire, morale, à accompagner leur structure dans le cadre de la schéma de mutualisation. Sans les élus, je pense que ça ne se fera pas ou mal. Voilà, et on le voit bien, toutes les étapes de mutualisation qui ont été conduites aujourd'hui, que ce soit à Toulouse, à Besançon, à Reims, à Amiens, tous ces exemples-là de réussite, du moins pour l'instant, c'est que les élus se sont vraiment impliqués, vraiment engagés, ont participé aux réunions, ont participé aux entretiens individuels de leurs agents avec les RH et parfois justement des représentants en termes de psychologie du travail. Il y a eu vraiment un gros travail. Ils ont mis les moyens aussi en termes de communication dans les journaux, le journal de la structure. Voilà. Donc, sans l'investissement des élus, je crains fort que l'investissement et le soutien, ce sera compliqué, oui, très compliqué. Il faut que les élus en soient convaincus. Et je disais d'ailleurs tout à l'heure, quand j'ai en formation sur ces thématiques-là, c'est amusant d'ailleurs, des fonctionnaires territoriaux qui ont aussi des fonctions électives. C'est amusant parce que la casquette du fonctionnaire territorial reproche à l'élu ce que l'élu fait lui-même dans sa collectivité. Donc j'espère que de plus en plus des fonctionnaires territoriaux qui sont aussi élus dans une autre collectivité assisteront à des formations et que ça pourra justement déclencher ce mouvement. Mais il faut aussi que peut-être le ministère, oui, impulse cette participation et cet investissement. Et ce sont des responsabilités au niveau des élus. Ok, bon, c'était la dernière question. Pour conclure, vous êtes optimiste de manière générale sur la mutualisation sur les schémas de mutualisation RH, sur ce qui va se passer dans les mois, voire les années à venir? Je suis optimiste parce que je suis naturellement optimiste. Ceci étant dit, voilà, la dernière question vraiment me fait rebondir parce que c'est un de mes de mes soucis majeurs, à savoir oui l'implication des élus et le soutien qu'ils pourront apporter au sein des bureaux communautaires ou des bureaux municipaux, aux directeurs généraux des services, aux DRH, voilà, pour vraiment construire des schémas rationnel. Alors je suis optimiste, oui, parce que je pense que pour le développement de nos territoires, la mutualisation est une formidable chance. Voilà. Et puis que ça va permettre aussi, alors si dans un premier temps ça va être compliqué, oui, d'opérer des choix, parce que nos collectivités territoriales ont vécu sur un grand pied jusqu'à fort récemment. Je pense que c'est sur les choix, les options prioritaires, les grandes orientations stratégiques, où là il va vraiment falloir s'entendre, mais je pense que ça va donner du sens. Ça va rationaliser. Regardez Bordeaux. Voilà, bah oui, Bordeaux est l'agglomération bordelaise, la communauté d'agglomération. Voilà, c'est un exemple absolument magnifique, tant sur le plan du développement économique, sur le plan d'aide même au développement des entreprises. Voilà, ça peut être un formidable, je veux dire, catapulteur vers l'avenir. Et puis, alors, il faut quand même aussi songer à l'intérêt des usagers. Peut-être moi l'inquiétude que j'ai,
c'est par rapport à la proximité des services vis-à-vis des habitants, vis-à-vis des usagers. C'est la raison pour laquelle il faut bien choisir les services à transférer et bien réfléchir à ce que l'on va conserver au niveau communal. Voilà, parce que la commune reste malgré tout la proximité première dans le cœur des Français. Mais on ne peut pas quand même demeurer avec 36 686 communes. Il faut quand même être raisonnable. Donc oui, je suis optimiste parce que je pense que les collectivités territoriales vont mieux gérer. Voilà, vont mieux réfléchir à leurs dépenses, vont mieux réfléchir aussi à l'engagement dans des investissements. Ils vont faire des choix peut-être moins politiques, voilà, et plus rationnels. Voilà, donc oui, je suis optimiste parce que de toute façon, il faut le faire. Il faut le faire. Et puis je vous ferai remarquer aussi que Dame Bruxelles a les yeux rivés sur la France. On sait pourquoi. Hein. Donc de toute façon, ils vont pas vraiment nous donner le choix non plus. Voilà. Ok. Mais c'est pas vis-à-vis de l'Europe, c'est vraiment vis-à-vis du pays. C'est nécessaire. Merci beaucoup Valérie. Avant de conclure, 3 choses. Donc si vous aviez des questions, comme je disais tout à l'heure, qui vous venaient après coup, vous avez le forum de VK pour les poser, www.vk.fr/forum/. Je répète, www.vk.fr/forum/. Sachez aussi que vous avez le 12 mars une autre webconférence de VK gratuite sur le thème des RH. Je vous envoie le lien tout de suite. C'est par rapport à la gestion des risques en collectivité territoriale et la méthode alarme pour analyser les causes profondes. Donc on est dans la prévention des risques pour le personnel. Enfin, donc je vous ai envoyé le lien via le chat, je vous le dire. Vous avez aussi donc le lien vers pratique des RH territoriales, comme je disais tout à l'heure, et puis vers la formation de début avril sur les schémas de mutualisation. Et puis une petite dernière chose, quand la webconférence va se terminer dans quelques secondes, vous aurez un petit formulaire d'évaluation. Ça serait très gentil de votre part de le remplir. Ça prendra quelques secondes. C'est pour nous, pour Madame Chassanit et puis pour VK, pour savoir quels sont nos points d'amélioration, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Voilà, je vous remercie tous et toutes énormément pour votre attention. Je remercie encore plus Madame Chassanit pour son intervention éclairée. Je souhaite à tout le monde un très bon appétit et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine webconférence.